Ma sœur m'a humiliée devant toute notre famille à Thanksgiving, alors que j'avais pris le blâme pour son accident de voiture. Quand j'ai essayé de parler, mon père m'a lancé un regard noir et a sifflé entre ses dents, « Ne nous embarrasse pas davantage. » Je me suis éloignée en silence. 1 an plus tard, elle me supplie maintenant de la sauver de nos parents. En grandissant, je croyais que mes parents nous traitaient, ma sœur cadette Ella et moi, de façon égale, jusqu'à mes 10 ans. C'était le 9e anniversaire d'Ella, et maman avait organisé une grande fête dans notre parc de trampoline préféré. Mais alors que les invités arrivaient et que les cadeaux s'empilaient, maman annonça soudain une règle. Chaque cadeau destiné à Ella devait aussi être partagé avec moi. Le visage d'Ella se décomposa, son enthousiasme laissant place à une tristesse silencieuse. Confus, je lui ai discrètement soufflé, « Maman, ce n'est pas l'anniversaire d'Ella. » Elle m'a foudroyé du regard et a murmuré sèchement, « Ne me remets jamais en question. » Après le départ des invités, Ella m'a tendu silencieusement la moitié de ses cadeaux, les larmes aux yeux. Ce jour-là, j'ai commencé à ouvrir les yeux. Chaque fois qu'Ella obtenait quelque chose, un certificat de présence parfaite ou un prix à la foire scientifique, nos parents minimisaient son exploit ou redirigeaient les éloges vers moi. Et lorsqu'elle faisait une erreur, même minime comme renverser du jus, elle était punie pendant des jours ou privée de repas. Incapable de le supporter, je suis devenu l'allié secret d'Ella. Lorsqu'elle était privée de dîner, je glissais des barres de céréales dans son sac ou je lui apportais discrètement des sandwichs. Quand nos parents l'enfermaient pour de mauvaises notes, je déverrouillais sa fenêtre pour qu'elle puisse au moins sentir le soleil. Mais tout a changé un après-midi d'automne, quand Ella avait 16 ans. Elle venait d'avoir son permis de conduire, et nos parents lui avaient enfin permis d'utiliser la voiture familiale. Mais elle l'a accidentée, frottant un côté contre notre garage. Je l'ai trouvée paniquée dans l'allée, et sans réfléchir, j'ai proposé de prendre la responsabilité, même si je savais que nos parents allaient exploser. Je leur ai dit que c'était moi, que j'avais pris la voiture sans permission et que j'avais causé l'accident. Ma mère m'a giflé, mon père a crié jusqu'à en devenir rouge, et m'a privé de sortie pendant des mois. Ella, elle, est restée silencieuse tout le long. Dans les jours suivants, Ella est devenue étrangement distante. Au dîner, elle ricanait avec nos parents quand ils m'insultaient pour mon soi-disant comportement irresponsable. Franchement, avoir une sœur incapable de se contrôler, c'est embarrassant, disait-elle d'un ton moqueur. Au début, je pensais que c'était une façon de gérer le stress, mais ces pics sont devenus de plus en plus cruels. Puis vint Thanksgiving. La maison était pleine de rires, de bavardages, de proches. Au moment du dessert, Ella tapa son verre pour attirer l'attention. Je voulais juste remercier maman et papa, commença-t-elle d'un ton mielleux. Parce que si vous n'aviez pas été aussi stricte, je serais peut-être devenue comme ma sœur irresponsable. Elle me lança un regard cruel. Prendre la voiture et la cracher? C'est pathétique. Mon cœur s'est serré alors que toute la famille éclatait de rire. J'ai essayé de parler, mais papa m'a lancé un regard féroce et a murmuré entre ses dents, « Ne nous fais pas honte davantage. » Humiliée, je suis sortie de la pièce sans un mot. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je ne pouvais pas dormir, rongée par la colère et la douleur. J'avais passé des années à protéger Ella, et elle m'avait poignardé dans le dos. Elle voulait m'humilier devant tout le monde? Très bien. Elle allait en subir les conséquences. Plutôt que de ruminer, j'ai décidé d'agir avec stratégie. Le lendemain, après les cours, je suis restée tard dans la salle informatique pour rédiger un email. Je connaissais la plus grande faiblesse d'Ella, sa réputation impeccable. Présidente de classe, star de l'équipe de débat, adorée des professeurs. Elle faisait croire à tout le monde qu'elle était parfaite, l'opposé exact de la sœur qu'elle méprisait publiquement. Dans un email adressé au proviseur, à ses professeurs et à ses amis les plus proches, j'ai raconté toute la vérité, dans les moindres détails. J'y ai inclus son discours cruel de Thanksgiving, montrant comment elle m'avait laissé prendre des punitions à sa place, pour ensuite se moquer de moi en public. Je ne réalisais pas à quel point cela allait être grave. Le lendemain de l'envoi, je suis arrivée à l'école avec un étrange sentiment de puissance. Le couloir semblait plus lumineux, comme si un poids m'avait été retiré des épaules. Pour une fois, j'avais repris le contrôle. Mais cette sensation n'a pas duré. J'ai aperçu Ella à son casier, entourée de ses anciens amis. Ils ne lui parlaient pas. Ils la fixaient, chuchotaient, certains avaient leur téléphone en main, probablement en train de relire mon message ou de le montrer à ceux qui ne l'avaient pas vu. Je pensais ressentir de la satisfaction, mais quelque chose clochait. Les épaules d'Ella étaient voûtées, sa tête baissée, ses mains tremblaient visiblement alors qu'elle luttait avec la serrure de son casier. Au déjeuner, j'ai entendu des élèves de l'équipe de débat discuter. Elle a été retirée de son poste ce matin, réunion d'urgence, vote unanime. Le directeur l'a convoquée, elle a pleuré tout le long, ajouta un garçon en ricanant.
J'ai pris mon sandwich, essayant d'ignorer le nœud qui se formait dans mon ventre. Avais-je été trop loin? La satisfaction attendue avait laissé place à une angoisse sourde. En rentrant à la maison, le silence était pesant. La voiture de maman était là, mais personne ne m'a répondu quand j'ai appelé. En montant, j'ai trouvé la porte d'Ella fermée. J'ai collé l'oreille contre le bois et entendu des sanglots étouffés. J'ai failli frapper. Ma main s'est levée, hésitante. Mais j'ai entendu la voix glaciale de maman à l'intérieur. Tu as humilié toute la famille. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Puis un bruit sourd, comme si quelque chose avait été lancé. Ton père et moi t'avons tout donné, et voilà comment tu nous remercies? En mentant? En manipulant ta sœur? Je me suis éloignée, le cœur battant. Ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais juste qu'Ella ressente un peu de ce que j'avais vécu à Thanksgiving. Pas que nos parents s'en servent pour la briser encore plus. Je savais trop bien à quoi ressemblait leur déception, cette façon qu'elle avait de te ronger de l'intérieur. Ce soir-là, au dîner, papa ne regarda même pas Ella. Maman servit tout le monde sauf elle, déposant nos assiettes à mon père et à moi avec une attention exagérée. Ella, elle, resta à sa place, les yeux baissés, sans rien devant elle. Le seul bruit était celui des fourchettes contre les assiettes. Je n'ai pas pu manger. La nourriture restait collée dans ma gorge comme de la colle. Après le repas, j'ai remonté un sandwich à Ella, comme autrefois, mais sa porte était verrouillée, de l'intérieur, cette fois. Ella, ai-je chuchoté en frappant doucement. Je t'ai apporté quelque chose à manger. Pas de réponse. Juste le silence. J'ai laissé le sandwich devant la porte, en espérant qu'elle le prenne. Mais plus tard dans la nuit, il était toujours là, intact. Le lendemain matin, Ella ne descendit pas pour le petit déjeuner. Maman dit qu'elle n'allait pas bien et ne viendrait pas à l'école. Son ton laissait entendre que c'était le choix d'Ella, mais son regard disait autre chose. Je suis allée à l'école seule. Le poids de mes actes devenait plus lourd à chaque pas. L'air d'automne, que je trouvais rafraîchissant quelques jours plus tôt, me piquait maintenant la peau comme des lames. En cours d'histoire, l'ami d'Ella, Taylor, me lança un regard noir. Son attitude chaleureuse avait disparu, remplacée par une froide hostilité. Tu sais que ta sœur ne vient plus à l'école parce que quelqu'un a écrit « menteuse » sur son casier, dit-elle en rangeant ses affaires. Tout le monde s'est retourné contre elle. J'espère que tu es content. Je ne l'étais pas. Pas du tout. Je suis rentrée directement après les cours, sautant l'entraînement d'athlétisme. En arrivant à la maison, j'ai trouvé maman dans la cuisine, au téléphone avec quelqu'un. Son visage était livide, ses jointures blanches tant elle serrait le combiné. Oui. Nous allons l'emmener immédiatement, dit-elle avant de raccrocher. Elle ne m'a même pas regardé en courant vers l'étage. Je l'ai suivie, le cœur battant à tout rompre. Elle tambourinait contre la porte d'Ella, exigeant qu'elle l'ouvre. Quand Ella a enfin ouvert, j'ai eu le souffle coupé. Ses yeux étaient vides, son visage blême. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient emmêlés. Ses vêtements froissés, comme si elle les portait depuis trop longtemps. Maman l'a poussée pour entrer dans la chambre, et j'ai aperçu l'intérieur. Des pilules étaient éparpillées sur le bureau d'Ella. Un frisson glacé m'a parcouru. Qu'est-ce que tu avais en tête? A hurlé maman en ramassant les pilules. Tu te rends compte de l'image que ça donne de notre famille? Pas un mot pour lui demander si elle allait bien. Pas un mot d'amour. Juste l'obsession des apparences. Je suis restée figée dans le couloir pendant que maman appelait papa, lui ordonnant de rentrer immédiatement. Ella m'a lancé un regard par-dessus l'épaule de maman. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, juste un vide effrayant. C'était bien plus terrifiant que tout le reste. Papa est rentré, et ils ont emmené Ella à l'hôpital. Ils m'ont dit de rester à la maison. Je me suis assis sur mon lit, tremblant, en faisant défiler les captures d'écran que j'avais envoyées dans cet email. Des messages où Ella me remerciait d'être la seule personne qui se souciait d'elle. Où elle avouait se sentir inutile à cause de la façon dont nos parents la traitaient. Et j'avais utilisé ces moments de vulnérabilité pour la détruire. Vers minuit, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, des voix en bas. Je me suis glissée en haut des escaliers pour écouter. Ils veulent la garder en observation, disait papa. Ils disent qu'elle montre des signes de dépression sévère. Il faut absolument que personne ne la prenne, a répondu maman. Tu imagines ce que les gens diraient? Entre cet email, et maintenant ça? Je suis retournée dans ma chambre, écœurée. Même maintenant, ils ne pensaient qu'à leur réputation. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je repassais tout en boucle dans ma tête. Toutes ces années à protéger Ella, sa trahison à Thanksgiving, ma vengeance, et maintenant ça. Je voulais rendre justice, mais j'avais tout empiré. Le lendemain matin, je n'ai pas été à l'école. Je ne pouvais pas affronter les autres. À la place, je me suis assis devant mon ordinateur,
fixant un brouillon de mail vide. Je devais réparer les choses, d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à rédiger des excuses pour les amis et professeurs d'Ella, expliquant que j'avais exagéré par colère. Mais est-ce que ça aiderait? Ou est-ce que ça me ferait juste passer pour une menteuse? J'ai supprimé le message et suis allée à l'hôpital à la place. L'infirmière de l'accueil a refusé de me laisser voir Ella, j'étais encore mineure. Je suis restée des heures dans la salle d'attente à espérer que mes parents viennent. L'odeur antiseptique me donnait la nausée, et les lumières fluorescentes accentuaient chaque visage inquiet qui passait. Ils ne sont jamais venus. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé un message vocal du conseiller d'orientation de l'école sur notre téléphone fixe. Il voulait parler à mes parents de la situation préoccupante entre les sœurs. Je l'ai supprimé avant qu'ils ne puissent l'entendre. Il n'aurait fait qu'empirer les choses. Cette nuit-là encore, je n'ai pas dormi. Je pensais à toutes les fois où j'avais aidé Ella, à la lente mécanique qu'était devenue nos jours. Maman et papa faisaient comme si de rien n'était. Ils parlaient du travail, du temps, des voisins. J'ai essayé de croiser le regard d'Ella pendant le dîner, mais elle fixait son assiette. Elle n'a presque rien mangé. Après le repas, je l'ai suivie à l'étage. Elle est allée directement dans sa chambre et a voulu fermer la porte, mais j'ai bloqué le passage avec mon pied. Ella, s'il te plaît, ai-je murmuré. On peut parler? Elle m'a regardé alors, vraiment regardé pour la première fois depuis Thanksgiving. Parler de quoi? A-t-elle répondu d'une voix plate, sans émotion. Tu as gagné. Félicitations. Je suis entrée dans sa chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Ce n'est pas ce que je voulais, ai-je dit. J'étais en colère à cause de Thanksgiving, mais jamais je n'ai voulu que. Tu t'attendais à quoi? A-t-elle coupé en s'asseyant sur son lit. Tu savais comment ils sont. Tu savais ce qu'ils feraient. Elle avait raison. Je le savais. Au fond de moi, j'avais toujours su comment nos parents réagiraient. J'avais passé des années à protéger Ella de leur cruauté, pour finalement la jeter volontairement dans la gueule du loup parce que j'avais mal. Je suis désolée, ai-je murmuré. Ces mots me semblaient complètement insuffisants. Je vais arranger les choses. Je vais dire la vérité à tout le monde. Ella a éclaté de rire. Un rire creux qui m'a glacé. Tu ne peux pas arranger ça. Mes amis me détestent. Les profs pensent que je suis une menteuse manipulatrice. Et maintenant maman et papa. Elle s'est interrompue, les larmes aux yeux. Ils vont m'envoyer loin. Quoi? Où ça? J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Un pensionnat dans le Vermont pour adolescents à problème, dit-elle en faisant des guillemets avec ses doigts. Ils ont déjà tout organisé. Je pars la semaine prochaine. Je me suis effondrée sur sa chaise de bureau. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas te faire ça. Bien sûr que si, a-t-elle répondu. Ce sont nos parents. Ils font ce qu'ils veulent. Les jours suivants, j'étais dans le brouillard. J'allais à l'école, je rentrais, je faisais mes devoirs, comme un automate. J'ai essayé de parler du pensionnat à mes parents, mais ils m'ont immédiatement coupé. C'est ce qu'il y a de mieux pour Ella, a affirmé maman. Elle a besoin de structure et de discipline. Mais ce n'est pas elle qui a besoin d'aide. Ai-je répliqué. Ce sont vous. Papa a frappé la table de la main si fort que j'ai sursauté. Ça suffit. La décision est prise. Je suis remontée dans ma chambre, impuissant. Il fallait que je fasse quelque chose. Mais quoi? Je ne pouvais pas envoyer un autre email. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Je ne pouvais pas en parler à un prof ou un conseiller. Jamais on ne me croirait contre mes parents, qui savaient parfaitement paraître irréprochables aux yeux du monde. La veille du départ d'Ella, je suis rentrée de l'école et l'ai trouvée en train de faire sa valise. Sa chambre était presque vide, la plupart de ses affaires rangées dans des cartons ou des sacs. Elle ne m'a pas regardée quand je suis entrée. J'ai parlé à tante Catherine, ai-je lâché. Tante Catherine, c'était la sœur de maman. Elle habitait à quelques heures de route. Elle n'était pas proche. Maman disait toujours que Catherine était trop molle. Ella s'est figée, un pull plié entre les mains. Pourquoi? Parce que c'est la seule adulte qui pourrait vraiment nous aider. Je lui ai tout raconté. Comment maman et papa te traitent, l'accident de voiture, mon email, tout. Les yeux d'Ella s'écarquillèrent. Tu ne l'as pas fait? Je l'ai fait. Et elle m'a cru. Elle vient demain matin, avant que tu partes pour le Vermont. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu une lueur dans le regard d'Ella. De l'espoir, peut-être, ou au moins de la curiosité. Qu'est-ce qu'elle va faire? Demanda Ella. Je ne sais pas exactement, j'ai admis, mais elle a dit qu'elle ne te laisserait pas partir comme ça. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas d'imaginer le pire. Et si tante Catherine ne venait pas? Et si elle venait, mais que maman et papa la convainquaient que tout allait bien? Et si Ella partait quand même? Le matin arriva trop vite. Je me suis levée tôt et j'ai regardé par la fenêtre.
Aucun signe de tante Catherine. En bas, maman et papa étaient déjà debout, buvant leur café et vérifiant l'heure toutes les 2 minutes. Les valises d'Ella étaient posées près de la porte d'entrée. Elle était assise à la table de la cuisine, pinçant un morceau de pain grillé. La voiture sera là à 9 heures, annonça papa en regardant sa montre. Assure-toi que tout est bien emballé, Ella. Je jetai un coup d'œil à l'horloge. 8h30. Où était tante Catherine? À 8h45, la sonnette retentit. Maman alla ouvrir, ses talons claquant sur le plancher en bois. J'entendis sa voix surprise. Catherine? Qu'est-ce que tu fais ici? Tante Catherine entra dans la maison comme une tempête. Elle était grande et imposante, avec les mêmes cheveux foncés que maman, mais avec une douceur dans les yeux que maman n'avait jamais eue. Je viens parler d'Ella, dit-elle fermement, et de ce qui se passe dans cette maison. Papa se leva, le visage rouge de colère. C'est une affaire de famille, Catherine. Tu n'as pas à t'en mêler. J'en ai parfaitement le droit quand il s'agit du bien-être de mes nièces, répliqua tante Catherine. Elle se tourna vers Ella. Monte et défais tes valises. Tu ne vas nulle part aujourd'hui. Maman s'interposa. Tu ne peux pas juste entrer ici. En fait, si, je peux, l'interrompit tante Catherine. Elle sortit son téléphone et leur montra quelque chose à l'écran. J'ai enregistré nos conversations ces dernières semaines, dit-elle calmement. À chaque fois que vous avez parlé de la façon dont vous traitez Ella. À chaque fois que vous avez admis la punir injustement. À chaque fois que vous avez parlé de l'envoyer loin pour cacher vos propres échecs de parents. Le visage de maman devint livide. Papa commença à bafouiller des choses à propos de vie privée et de l'égalité. Je ne veux pas rendre cela public, continua tante Catherine. Je ne veux pas impliquer les autorités. Mais je le ferai si je dois. Je restai figée dans l'escalier, n'osant presque pas respirer. Je lui avais tout raconté, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait de vraies preuves. Elle devait planifier cela depuis plus longtemps que je ne le pensais. Qu'est-ce que tu veux? Demanda enfin maman. Tante Catherine nous aida à rassembler nos affaires pendant que maman et papa se réfugiaient dans leur bureau, se disputant à voix basse. L'après-midi venu, Ella et moi étions dans la voiture de tante Catherine, nos affaires entassées dans le coffre et sur la banquette arrière. Alors que nous nous éloignions de la maison, je jetai un dernier regard à l'endroit où j'avais grandi. Je réalisais que ça n'avait jamais été un vrai foyer. Juste une scène où chacun jouait son rôle assigné. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Demanda doucement Ella depuis la banquette arrière. Tante Catherine croisa mon regard dans le rétroviseur avant de répondre. Maintenant, on recommence. Ensemble. Les premières semaines chez tante Catherine étaient étranges. Sa maison était plus petite que celle de nos parents, mais elle semblait plus grande, plus chaleureuse. Elle nous donna à chacun notre propre chambre et déclara que les seules règles ici étaient l'honnêteté et le respect. Pas de punition. Pas de comparaison entre nous. Pas de jeu psychologique. Ella gardait ses distances avec moi. Elle parlait facilement à tante Catherine, mais avec moi, les conversations étaient brèves et froides. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Les dégâts causés par mon email ne pouvaient pas être effacés d'un simple pardon. Un soir, environ un mois après notre arrivée, je trouvai Ella assise sur le porche arrière, enroulée dans une couverture malgré la douceur de la soirée. Je m'assis à côté d'elle, laissant un bon espace entre nous. Mes amis me manquent, dit-elle après un moment. Même s'ils me détestent tous maintenant. On pourrait y retourner pour leur rendre visite, ai-je proposé. Peut-être que s'ils te voyaient, te parlaient en personne? Ella secoua la tête. Ce n'est pas que ça. Je m'ennuie de qui j'étais avant. Présidente de classe, membre de l'équipe de débat, la fille que tout le monde aimait et respectait. Elle me regarda alors, les yeux pleins de larmes. Tu m'as volé ça. L'accusation resta suspendue entre nous. J'avais envie de me défendre, de lui rappeler Thanksgiving, comment elle s'était retournée contre moi la première. Mais à quoi bon? Nous avions été tous les deux des pions dans le jeu tordu de nos parents. Je sais, ai-je dit simplement. Et je suis désolée. Vraiment. Ella ne répondit pas, mais elle ne se leva pas non plus. Nous restâmes assis en silence, regardant les étoiles apparaître une à une. Le lendemain, tante Catherine annonça qu'elle nous avait inscrits au lycée local. Un garçon nommé Kai nous montra où se trouvait la bibliothèque. À la fin de la semaine, nous avions pris une routine, mais avec Ella, les choses restaient tendues. À l'école, on s'ignorait presque. À la maison, nos discussions étaient polies mais superficielles. Le mur entre nous semblait infranchissable. Puis, un samedi, tante Catherine dut travailler tard. Ella et moi étions seuls à la maison, comme d'habitude, chacun dans notre coin. J'étais dans ma chambre, en train de faire mes devoirs, quand j'entendis un fracas venant du rez-de-chaussée. Je courus et trouvai Ella dans la cuisine, entourée de verres brisés. Elle avait laissé tomber une carafe de limonade. Pendant un instant, on resta figé. La scène m'était si familière.
Ella faisait une erreur, je la voyais. Dans la maison de nos parents, cela aurait conduit à une punition. Repas sauté, porte verrouillée, paroles dures. Le visage d'Ella se décomposa. Je suis désolée, murmura-t-elle en reculant. Je ne voulais pas. C'est tombé tout seul. Je compris d'un coup qu'elle avait peur. Pas de moi, mais de ce qu'on avait été conditionné à attendre. Sans réfléchir, je saisis une serviette et me mis à genoux pour nettoyer les morceaux de verre. Ce n'est que de la limonade, dis-je. C'est pas grave. Ella me fixa un long moment, puis s'agenouilla lentement à côté de moi. On nettoya ensemble, sans un mot. Quand on eut terminé, Ella me regarda avec une expression que je n'arrivais pas à définir. Tu te souviens quand j'avais renversé du jus sur le tapis blanc de maman? Elle demanda. Et ils m'ont fait sauter le dîner pendant 3 jours? J'ai hoché la tête. Je t'ai apporté des sandwichs au beurre de cacahuète en cachette. Tu l'as toujours fait, dit Ella doucement. Jusqu'à Thanksgiving. Je grimaçai. Ella, à propos de ce soir-là. Non. Laisse-moi finir. Elle m'interrompit. J'ai été horrible avec toi ce soir-là, et tous les jours avant ça. Après l'accident de voiture, quand tu as pris la faute à ma place. Ça n'a servi à rien, pas vrai? Demandai-je doucement. Ella secoua la tête. Non. Rien ne marchait jamais avec eux. Et puis, quand tout le monde à l'école s'est retourné contre moi après ton email. Elle baissa les yeux vers ses mains. Je me suis rendu compte que j'avais jeté la seule personne qui ait jamais vraiment tenu à moi, pour rien. Je ne savais pas quoi dire. Nous avions tous les deux fait des erreurs terribles. Nous nous étions profondément blessés. Mais là, assis dans la cuisine ensoleillée de tante Catherine, le verre brisé nettoyé, sans punition qui plane au-dessus de nous, je sentis quelque chose changer entre nous. On ne peut pas revenir en arrière, dis-je enfin. Mais peut-être qu'on peut recommencer. Ella leva les yeux, croisa mon regard pour la première fois depuis des mois. J'aimerais ça, dit-elle doucement. Ce soir-là, on resta éveillé tard à parler, vraiment parler, comme on ne l'avait jamais fait. De nos parents et de leur jeu psychologique, de la manière dont ils nous avaient dressés l'une contre l'autre toute notre vie, des blessures qu'on portait, et de celles qu'on s'était infligées. Tu crois qu'ils nous ont jamais aimés? Demanda Ella alors que la nuit avançait. Même un tout petit peu? J'y réfléchis. Je crois qu'ils aimaient l'idée de nous, dis-je enfin. La famille parfaite à exhiber devant les autres. Mais nous, les vrais, avec nos émotions en désordre, nos erreurs, nos besoins? Non. Je pense qu'ils ne savaient pas comment aimer ça. Ella hocha la tête, les yeux tristes mais clairs. Mais tante Catherine, elle sait. Oui, approuvai-je. Elle sait. Le lendemain matin, je trouvai un mot glissé sous ma porte. Il venait d'Ella. Merci pour les sandwichs, disait-il. Tous. Ceux d'avant, et ceux à venir. Je souris, repliant soigneusement le mot pour le ranger dans le tiroir de mon bureau. Ce n'était pas vraiment un pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Au fil des mois suivants, Ella et moi avons lentement reconstruit notre relation, non plus comme des alliés forcés sous le toit de nos parents, mais comme de vraies sœurs. On se disputait encore parfois. Les vieilles blessures refaisaient surface de temps en temps. Mais on en parlait, au lieu de les laisser s'infecter. Tante Catherine observait notre progression avec une bienveillance silencieuse. Elle ne nous poussait jamais à nous réconcilier. Elle ne nous comparait jamais. Elle n'utilisait jamais les réussites de l'une pour diminuer l'autre. Elle se contentait de nous offrir l'espace sûr dont nous avions besoin pour guérir. Nos parents appelaient parfois. Leur voix froide, distante. Ils ne demandaient jamais vraiment comment on allait. Ils parlaient d'apparence, de ce qu'il fallait dire aux voisins, de comment expliquer notre absence aux réunions de famille. Tante Catherine gérait la plupart de ces appels, nous protégeant de leur manipulation. Un jour de printemps, environ 6 mois après notre arrivée chez tante Catherine, Ella rentra de l'école rayonnante. Elle venait d'être élue au conseil des élèves de notre nouveau lycée. Ce n'est pas présidente de classe, dit-elle en essayant de minimiser son enthousiasme. Juste un membre ordinaire du conseil. Mais quand même. C'est génial. Dis-je, vraiment heureuse pour elle. Ils ont de la chance de t'avoir. Ella sourit, un vrai sourire qui lui illuminait les yeux. Merci. Ah, et Olivia nous a invités toutes les deux à sa fête d'anniversaire le week-end prochain. Tu veux venir? Nous deux? Répétai-je, surprise. Ella s'était fait des amis plus rapidement que moi dans ce nouveau lycée. Oui, bien sûr, dit-elle comme si c'était la chose la plus évidente du monde. On est un duo, maintenant. Pas vrai? Un duo. Pas des rivales. Pas une préférée et l'autre ignorée. Juste des sœurs, unies face au monde. Je sentis quelque chose de chaud s'épanouir dans ma poitrine. Oui, répondis-je. Un duo. Ce soir-là, je restais éveillée à penser à tout le chemin parcouru.
D'une maison où chaque cadeau devait être partagé, chaque réussite diminuée, chaque erreur sévèrement punie. À cette nouvelle vie où chacune de nous pouvait briller sans éclipser l'autre. Où du verre cassé n'était qu'un simple dégât à nettoyer. Où des mots glissés sous une porte portaient de l'amour au lieu de détresse désespérée. Nous n'étions pas encore entièrement guéris. Ella faisait encore des cauchemars de l'hôpital. J'éprouvais encore de la culpabilité pour cet email. On sursautait encore parfois quand on faisait une erreur, la peur des sanctions trop enracinées. Mais on avançait, pas à pas. Et en m'endormant, je compris quelque chose d'important. La vengeance que j'avais cherchée ce jour-là dans la salle informatique, ce n'était pas ça que je voulais vraiment. Ce que je voulais, ce que nous voulions toutes les deux, depuis le début, c'était simplement être vus. Être reconnus. Être aimés, sans condition ni comparaison. Et chez tante Catherine, on avait enfin trouvé ça. Et ensemble, on apprenait à se l'offrir l'une à l'autre.